Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire qui va se focaliser aujourd'hui sur un indicateur macroéconomique majeur, absolument clé depuis des mois, qui d'ailleurs a fait couler beaucoup d'encre. Je veux bien sûr parler de l'inflation. Et pour nous en parler ce soir, nous avons le plaisir d'être accompagnés par l'analyste de marché Valentin Offrand. Valentin va nous offrir son décryptage et son analyse afin de mieux percevoir et comprendre quelles sont les implications de l'inflation persistante pour les marchés et l'économie. Je suis Dorothée Borca-Dumortier, la responsable commerciale de la Banque IG en Suisse, et j'aurai le plaisir de vous accompagner pour cet événement et par la même occasion de mieux appréhender ce sujet absolument essentiel actuellement. Nous allons donc passer cette prochaine heure ensemble et je vous propose qu'au terme de la présentation de Valentin, nous passions du temps pour répondre à vos questions. C'est vraiment important. On a le grand luxe d'être en comité réduit. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est toujours une très bonne opportunité de pouvoir engager avec Valentin. Avant de passer au concret, je vous invite à consulter cette note importante liée au risque inhérent du trading qu'il est important de parcourir et surtout de bien appréhender. Voilà, je vous laisse en prendre connaissance pendant un instant, s'il vous plaît. Mais avant de commencer, permettez-moi de dire quelques mots sur nous. IG Bank fait partie du groupe IG, qui a été lancé au Royaume-Uni dans les années 70. C'est aujourd'hui un groupe qui est coté sur le FTSE 250 avec une capitalisation boursière de plus de 3 milliards de livres sterling. C'est une société qui vraiment a toujours eu un biais technologique très fort, avec une empreinte maintenant vraiment dans le monde entier, puisque nous avons des bureaux qui sont basés dans une quinzaine de pays et bien évidemment dans tous les grands centres financiers. Maintenant, si nous zoomons en Suisse, si vous le voulez bien, nous nous sommes beaucoup développés depuis la création de la banque en 2014. Nous avons bien évidemment une licence bancaire, nous sommes réglementés par la FINMA, ce qui signifie que nous respectons les normes les plus élevées possibles de l'industrie et que l'argent que vous déposez chez nous bénéficie du plus haut niveau de protection car nous sommes membres ESI Suisse. Nous sommes heureux de vous rencontrer, de vous accueillir dans nos bureaux à Genève, à Zurich. À Genève, nous sommes rue du Rhône et à Zurich, nous sommes sur la Paradeplatz. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous visiter. Nous serions heureux de vous recevoir pour parler trading et vous accompagner du mieux possible dans ce trading que vous avez avec IG Bank. Maintenant, la question que vous pourriez vous poser est probablement la suivante. Ça semble être une bonne contrepartie sur le papier, IG Bank, mais concrètement, qu'est-ce que cette banque peut apporter à mon trading? Eh bien, nous sommes fiers de proposer nos produits synthétiques, nos CFD, avec une exécution véritablement de premier ordre, une excellente liquidité, des spreads, des commissions particulièrement compétitifs, une gamme de rapports répondant à tous vos besoins et bien sûr, très très important, un support 24/7, ce qui signifie que lorsque nos bureaux suisses sont fermés, vous pouvez toujours avoir quelqu'un en ligne pour vous aider. Maintenant, si vous regardez l'écran en ce moment, ces icônes vous diront tout. Nous offrons un accès très entendu au marché via nos CFD. Avec nous, vous pouvez négocier des indices, des actions, des devises, des obligations, des matières premières, des cryptos. Vraiment, vous avez un spectre très très large d'actifs sur lequel vous pouvez traiter avec IG Bank. Ensuite, nous nous différencions grandement de la compétition grâce à notre technologie de pointe qui a été développée depuis des décennies pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous avons des plateformes web qui ont été primées de nombreuses fois, des systèmes d'exécution comme L2 et d'autres solutions tierces telles que MT4 ou ProRealTime. Donc, comme je vous le disais, nous proposons ce support 24/7 dans différentes langues afin de garantir que personne ne se retrouve jamais sans quelqu'un parlant la même langue et fournissant un très bon service. C'est vraiment important pour nous. Enfin, j'aimerais insister sur notre équipe suisse, car elle est extrêmement compétente, avec plus de 60 ans d'expérience cumulée sur les marchés. Donc, vous savez que vous parlerez ici, chez IG Bank, avec des professionnels sérieux et vraiment compétents. C'est très important à mentionner, car votre trading mérite la meilleure contrepartie. Tout dernier point, et pas des moindres, nous avons cette très populaire et vraiment bonne plateforme d'apprentissage IG Academy, dont vous pouvez bénéficier et sur laquelle vous pouvez compter à tout moment pour valider, compléter vos connaissances sur un très large éventail de sujets.
Nous sommes donc absolument à votre disposition, comme vous l'avez compris, et nous sommes également présents et actifs sur les réseaux sociaux. Nous publions tous les mois une chronique de marché que je vous recommande, car elle est toujours très relevante, ainsi qu'une newsletter quotidienne, rédigée par Valentin d'ailleurs, que je vous encourage vivement à parcourir, car elle vous donne les infos clés du jour en littéralement 3 minutes, montre en main. Mais comme je vous l'avais promis, passons au concret et rentrons dans le cœur du sujet. Excellent webinaire à tous et à toi, Valentin. On se retrouve pour les questions. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci pour cette introduction, Dorothée. Donc, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. La dernière fois que nous avons partagé, il me semble, c'était au mois de septembre pour parler des actions et si le marché était surévalué. Donc, aujourd'hui, comme l'a dit Dorothée, nous allons parler de l'inflation. Voilà, l'inflation. Alors, j'espère qu'on voit bien mon écran. Hop, je vais vérifier. Normalement, ça devrait être bon. OK. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de l'inflation, les implications pour l'économie et les marchés financiers. Donc tout d'abord, on va commencer par décrire ce qu'est l'inflation. C'est une donnée macroéconomique quand même majeure qui concerne tout le monde. Ensuite, savoir où elle est en ce moment, quelles sont les forces inflationnistes, les forces déflationnistes, comment s'en protéger, les perspectives d'inflation et enfin les impacts en cas d'inflation persistante en 2022 et en 2023 pour les marchés financiers et l'économie. Donc, comme l'a dit Dorothée, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez et j'y répondrai soit au fil du webinaire si c'est en lien direct avec la présentation ou sinon ce sera plutôt vers la fin où je répondrai un petit peu à toutes les questions que vous pouvez avoir. Alors, l'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la perte de pouvoir d'achat d'une monnaie. Donc, ça se traduit par une augmentation généralisée des prix et durable. Voilà, donc ça peut être une inflation qui est causée par la demande, une inflation qui est causée par les coûts, ou alors une inflation intrinsèque. Dans tous les cas, c'est une dévaluation de la monnaie qui est causée par l'appréciation des biens à la consommation ou des biens à la production. Donc, ci-dessous, vous avez un aperçu de l'inflation à la consommation en zone euro et aux États-Unis. Donc, c'est par rapport au prix constant de l'année 2000. Donc, on peut voir qu'en zone euro, on va dire que le pouvoir d'achat s'est à peu près déprécié de 31%, c'est-à-dire qu'avec le même euro qu'en l'an 2000, vous pouvez acheter 31% moins de biens à la consommation. Alors après, ces biens à la consommation, c'est un petit peu, comment dire, ça varie, parce que on utilise généralement un indice qui est composé d'un un panier assez similaire d'une année sur l'autre, donc qui est composé d'alimentation, d'énergie, qui comprend également la location de l'immobilier. Donc quand je parlais d'énergie, il y a l'électricité dedans, il y a il y a les cours de pétrole. Enfin bref, tout ce qui est consommé par à peu près tout le monde est inclus dans ce panier de biens. Et donc, on peut voir que ce panier de biens s'est apprécié de 31% en zone euro depuis le début des années 2000 et de 39% aux États-Unis depuis le début des années 2000. En Suisse, c'est un petit peu moins, parce qu'il y a eu moins d'inflation depuis le début des années 2000. Mais voilà, ça donne un ordre d'idée que l'inflation, elle est constante, elle est dans tous les pays du monde, quasiment, enfin en tout cas 95%, je pense. Et c'est quelque chose d'assez sain. Après, toujours, c'est comme pour tout, c'est le degré d'inflation qui va être soit menaçant ou soit positif pour l'économie. Donc l'inflation, comme je vous l'ai dit, il y a la demande, il y a l'inflation qui est causée par la demande, l'inflation qui est causée par les coûts et l'inflation intrinsèque. Donc j'ai trouvé ici une petite image très bien faite par Investopedia, donc qui est en anglais, mais je suis sûr que vous comprendrez assez rapidement. L'inflation par la demande, c'est lorsqu'il y a une hausse des prix qui est causée par une demande très élevée et très soudaine, ce qui est à peu près le cas en ce moment, en tout cas dans les pays comme aux États-Unis où on a énormément de consommation pour des biens qui ont du mal à suivre la cadence, enfin la production qui a du mal à suivre la cadence.
On a l'inflation qui est causée par les coûts. C'est également de plus en plus le cas actuellement à cause des goulets d'étranglement, du trafic maritime voilà, qui est perturbé, des pénuries. Donc, on a les chaînes industrielles et les industriels qui ont du mal à répondre à la demande, mais également parce que on a tous ces problèmes d'approvisionnement. Et ensuite, on a l'inflation intrinsèque, donc qui est causée essentiellement par les salaires, mais je dirais que l'inflation intrinsèque vient en conséquence de l'inflation, de la hausse des prix. Donc, on va avoir une hausse des prix, et donc du coup, on va avoir des renégociations de salaires qui vont faire augmenter les salaires, les coûts. Et donc là, ensuite, quand on est dans une inflation intrinsèque, on rentre dans une spirale que, eh bien, peut rapidement devenir néfaste pour les banques centrales, ou en tout cas que les banques centrales vont à tout prix lutter. C'est vraiment l'inflation intrinsèque, c'est l'inflation que les banques centrales vont essayer de maîtriser au maximum et qui est la plus dangereuse parce que dès qu'on arrive dans ce cercle très vicieux où on a la hausse des prix qui pousse à une hausse des salaires et ensuite cette hausse des salaires pousse à une hausse de la consommation et donc à une augmentation des prix, etc., etc. Lorsqu'on a ce cercle vicieux qui est alimenté, eh bien, on a les banques centrales qui ont souvent, en tout cas dans le passé, ont eu assez du mal à calmer ces tensions inflationnistes. Donc en ce moment, on est plutôt sur ces deux-là, hein, l'inflation causée par la demande et l'inflation causée par les coûts. On a également une hausse des salaires, mais c'est vraiment très localisé, ça reste encore assez faible. Mais c'est surtout voilà, aux États-Unis, ça commence à devenir quelque chose qui est regardé parce que ça augmente, mais ça reste encore assez modéré et n'est pas du tout menaçant pour l'économie. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ce qui a commencé par une inflation causée par la demande est rapidement devenu une inflation causée par les coûts à cause des contraintes sur les chaînes d'approvisionnement. Et voilà, donc tout ce qui est trafic maritime, tout ce qui va être, oui, essentiellement le trafic maritime, ça a causé beaucoup d'engorgement dans les chaînes de production, notamment par exemple le port de Los Angeles qui eh bien, récupère à peu près 40% des importations américaines et dont la file d'attente pour le déchargement a vraiment explosé ces derniers mois, ce qui a même poussé la Maison-Blanche, donc au niveau fédéral, hein, de réagir et notamment d'exiger le travail même nocturne, le week-end pour décharger le fret. En tout cas, les capacités de production restent encore très peu utilisées, à l'ordre de 75%. En général, en tout cas d'un point de vue théorique, c'est à partir de 80-85% qu'on commence à avoir vraiment des pressions inflationnistes causées par voilà une très forte demande et des coûts une chaîne d'approvisionnement qui a du mal à suivre. Donc là, pour le moment, on est bien en dessous des 80%. Donc, on peut dire que il y a encore beaucoup de capacité de production qui peut être mobilisée. Donc, une envolée des prix ces prochaines années, en tout cas sur le long terme, semble relativement peu probable parce que au final, on voit très bien que si on a plus d'approvisionnement des industriels, on a une capacité de production qui est encore vraiment importante et donc les prix vont pas forcément augmenter parce que la production peut rapidement augmenter. L'inflation, elle est surtout présente aux États-Unis. En zone euro, elle commence à rattraper, hein, elle est à 3% et quelques. Aux États-Unis, c'est plus de 6%. Et puis au Japon, on est encore en territoire négatif, donc en déflation depuis le début de la pandémie, quasiment depuis le début de la pandémie. Voilà, bon, après, ça a été causé par les restrictions sanitaires. Vous savez qu'au Japon, on a eu des confinements que depuis à peu près 2 mois, donc c'est encore nouveau. Et encore, on a encore des restrictions assez importantes au Japon.
C'est pour ça qu'on a encore une baisse des prix. Mais on voit que dans les économies où ça a pleinement réouvert et où il y a eu beaucoup de déficits budgétaires et donc de relance, on voit que l'inflation a été assez proportionnelle à ces déficits. Aux États-Unis, où il y a eu vraiment une explosion de l'endettement au niveau fédéral, on a en ce moment une explosion de l'inflation. Surtout que les États-Unis importent quasiment tout ce qu'ils consomment, en tout cas beaucoup ce qu'ils consomment. Il faut savoir que les États-Unis sont nets importateurs depuis plusieurs décennies. Donc voilà, tout ce qu'ils importent, ça vient de l'étranger. Donc dès qu'on a un trafic maritime qui est perturbé, des chaînes d'approvisionnement qui sont perturbées, eh bien on va avoir une inflation qui va plus vite se refléter aux États-Unis que dans des économies qui peuvent et qui savent produire leurs biens, comme en Asie, dans les pays émergents, notamment surtout en Chine et en zone euro. Voilà. Il y a quand même plus de production, en tout cas la balance commerciale est positive. Donc, il y a quand même plus de production industrielle en zone euro et d'une manière générale en Europe qu'aux États-Unis. Donc, voilà, l'inflation explose aux États-Unis pour les deux raisons que je vous ai citées. Le déficit budgétaire qui était beaucoup plus important aux États-Unis, la relance, on le sait. Et puis d'ailleurs, c'est pas fini. On a le plan d'investissement dans les infrastructures qui vient d'être ratifié par Joe Biden aujourd'hui. On a un plan de plus de 2000 milliards qui est en cours de négociation entre les républicains et les démocrates. Bon, par contre, c'est un plan un peu plus social, donc qui comment dire, c'est moins, il y aura moins de conséquences d'importation de biens. C'est plus comment dire, focalisé sur les services. C'est sur le social, donc tout ce qui est éducation, tout ce qui est hospitalisation, tout ce qui est aide. Donc voilà, ça inclut un peu plus services, moins d'importation de biens en provenance d'Asie ou d'Europe, tout simplement. Donc, je dirais que le second plan d'investissement qui est en cours de négociation sera sûrement moins inflationniste que ceux qu'on a eu depuis le début de la pandémie et que le plan d'investissement dans les infrastructures. Parenthèse sur ce plan d'investissement sur les infrastructures de 1200 milliards de dollars, il s'étale sur 10 ans, à peu près 10 ans, il me semble, plus ou moins 10, mais voilà, concrètement, c'est 10 ans. Donc, c'est à relativiser aussi, également. C'est pas 1200 milliards qui va être dépensé en 2 ans. Ça sera dépensé en plusieurs années. Donc, ça sera inflationniste, mais je pense pas qu'on va avoir, ça m'étonnerait que ça soit aussi inflationniste que les plans de relance qu'on a eu depuis le début de la pandémie aux États-Unis. Il me semble que c'est d'ailleurs 5 trillions, 5 000 milliards qui a été à peu près injectés depuis le début de la pandémie aux États-Unis. Donc, vous voyez, en l'espace d'à peu près 18 mois, alors que le plan de relance, comme je vous l'ai dit, d'investissement, c'est 1200 milliards sur 10 ans. Donc, on ne parle pas du tout de la même échelle, même si, quand même, le plan d'investissement des infrastructures, ça nécessite des importations de matières premières, mais surtout le travail qui n'est pas délocalisable, les ouvriers, toute cette industrie de construction qui va s'occuper de rénover et de construire des infrastructures ne peut pas être délocalisée en Europe ou en Chine. Donc ça va être inflationniste quand même, mais voilà, c'est vraiment à relativiser sur ce plan d'investissement. Au niveau des chaînes d'approvisionnement, donc il y a des signes quand même encourageants, c'est que le Baltic Dry Index, qui représente à peu près le coût du fret maritime, eh bien il est en baisse. Donc ce que vous avez devant vous, c'est un graphique logarithmique de l'évolution du prix du Baltic Dry Index, et on voit qu'il est en baisse de à peu près 50% depuis son point haut de début octobre. Donc vous voyez ici, on avait à peu près un point haut à 5900. Et là, on a 2700, donc vous voyez, c'est à peu près 50% de baisse. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas vu depuis le 9 novembre. Vous voyez que cette capture d'écran, ça date du 9 novembre. Mais voilà, on a une baisse du fret ferroviaire depuis les annonces de Joe Biden pour désengorger les ports, notamment. Donc voilà, c'est encourageant. Après, ça ne va pas se refléter directement dans les données de l'inflation dès ce mois de novembre. Mais potentiellement, dans les prochains mois, on aura une baisse du coût du fret maritime. Ici, nous avons les données de l'inflation américaine, l'indice des prix à la consommation.
on voit une chose très très nette, c'est que l'inflation, elle est surtout causée, à peu près 50% de l'inflation aux États-Unis, elle est causée par l'énergie, donc le prix du pétrole qui augmente. C'est notamment le cas, voilà, ça impacte toutes les économies qui sont importatrices de pétrole, donc l'Europe, même l'Asie, Europe, Asie, États-Unis, toutes ces économies sont impactées par la hausse des cours de pétrole. Mais aux États-Unis, ce qui est particulier, c'est qu'on a vraiment une hausse notable des coûts des voitures et des camions d'occasion. 26% de hausse sur un an. C'est énorme. Pourquoi on a une telle hausse? Tout simplement parce qu'on a des chaînes d'approvisionnement, je le rappelle, qui sont très engorgées à cause des restrictions sanitaires en Asie notamment. Et on a une pénurie de semi-conducteurs qui met à l'arrêt beaucoup d'usines aux États-Unis, mais également en Europe. Donc on a simplement un stock de voitures qui diminue et donc voilà, les coûts qui augmentent. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc dans ce contexte-là, les hausses des taux de la Fed, qui seront probables l'année prochaine, seront relativement peu efficaces pour calmer les prix d'énergie qui dépendent de l'OPEP et les coûts des voitures d'occasion qui dépendent essentiellement de la production de semi-conducteurs qui se fait surtout en Asie. Donc voilà, c'est quelque chose à garder à l'esprit, je pense, c'est que les hausses des taux de la Fed et même le tapering qui est en cours, c'est pas ça qui va ralentir de façon significative l'inflation. Ça va avoir un impact évidemment, notamment sur les prix des locations de logement. Shelter, vous voyez que c'est en hausse de 3,5% sur un an, ce qui est quand même assez important. Après, bon, il faut voir que les prix des maisons, des logements aux États-Unis sont en hausse de 20% sur un an. Donc, cette hausse des prix des locations est quand même relativement faible par rapport au prix d'achat des logements. Mais bon, les hausses des taux de la Fed qui vont venir l'année prochaine va sûrement avoir un impact différé sur la hausse des actifs immobiliers, même des actifs financiers, enfin des actifs d'une manière générale, et donc du coup vraisemblablement des locations de logements. Mais voilà, concrètement, je pense que l'inflation ces 6 prochains mois, elle dépend surtout de l'OPEP et de la fabrication de semi-conducteurs. Pour le coup, l'industrie des semi-conducteurs subit une demande qui a explosé depuis la pandémie, parce que vous savez que ça a généralisé le travail à domicile. Beaucoup d'entreprises ont dû s'équiper. Beaucoup de personnes ont dû s'équiper aussi pour travailler depuis chez eux. Et puis on a également un bon technologique, donc beaucoup d'entreprises qui ont investi dans la technologie, qui ont dû acheter de nouvelles machines technologiques, etc. Donc on a eu vraiment, je pense que vous le savez tous, mais on a eu une forte demande soudaine des semi-conducteurs qui était inattendue, puisque cette pandémie était inattendue évidemment. Donc voilà, l'industrie des semi-conducteurs n'est peut-être pas à blâmer. L'OPEP, la hausse des cours, elle est voulue. Donc voilà, les prix de l'énergie concrètement dépendent de l'OPEP. Pour le moment, le cartel ne semble pas motivé à augmenter davantage sa production. Leur production augmente à hauteur de 400 000 barils par jour de production chaque mois. Donc chaque mois, c'est 400 000 barils par jour en plus qui est produit jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, on ne sait pas encore. Les négociations vont commencer probablement début décembre pour la prochaine réunion de l'OPEP. Et on en saura plus, à mon avis, courant décembre, ce que fera l'OPEP et ses alliés pour l'année 2022. D'une manière générale, quelles sont les forces inflationnistes et déflationnistes? Alors, à court terme, forces inflationnistes, c'est les politiques monétaires et budgétaires, mais surtout budgétaires. Attention, les politiques monétaires, elles font que financer un déficit. En ce moment même, rappelez-vous, il y a la dernière décennie, entre 2010 et la pandémie, on avait des quantitative easing et pourtant, on n'avait pas d'inflation. Donc, ce qu'on a comme inflation en ce moment, c'est pas vraiment
la politique monétaire qui crée cette inflation, c'est le déficit public. Le déficit public, c'est la création monétaire, alors que le QE, ça vient juste remplacer des obligations par des réserves. Lorsque la Banque centrale américaine ou la Banque centrale européenne, peu importe, adopte un programme d'assouplissement quantitatif, elle va acheter des obligations à souvent des fonds, hein, la plupart du temps c'est des fonds, parce que ni vous ni moi détenez directement des obligations, étant donné que le prix des obligations sont très chers. Donc elle va échanger finalement des obligations qui sont détenues par des institutions financières contre des dépôts pour ces institutions et des réserves pour les banques commerciales. Donc voilà, ce qu'on avait entre 2010 et 2020, avant la pandémie, on avait des quantitative easing qui ne créaient pas d'inflation. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de réel déficit budgétaire. Donc les QE qui étaient en place venaient simplement réduire la quantité d'obligations qui étaient détenues par les opérateurs institutionnels, alors que là, aujourd'hui, les quantitative easing viennent directement financer les déficits budgétaires. Les États empruntent sur les marchés et les banques centrales achètent directement au marché ces obligations. 100% de la dette, par exemple, de la zone euro, depuis un début de la pandémie, 100% de l'emprunt a été acheté par la Banque centrale européenne. Donc, on peut dire que finalement, tout l'endettement qu'on a depuis mars 2020 en zone euro, en tout cas, ça a été financé par la BCE. Voilà. Donc c'est vraiment ce déficit budgétaire qui crée l'inflation. Les politiques monétaires de taux bas, certes, ça stimule l'investissement, etc. Mais c'est pas réellement ça qui a créé l'inflation aussi élevée aux États-Unis ou en zone euro. D'accord? Sinon, on aurait une inflation plus élevée lors des dernières années. Ce qu'on a comme force inflationniste également, c'est les goulets d'étranglement et c'est la forte consommation qu'on a. À long terme, les forces inflationnistes qu'on peut relever, c'est les dépôts bancaires qui sont très élevés aux États-Unis. On va le voir juste après. Voilà, je vais revenir ensuite sur le tableau, mais on voit que les dépôts bancaires auprès des ménages américains a vraiment bondi. Il a été multiplié par 3 depuis le début de la pandémie. C'est passé de 1200 milliards de dollars à peu près, même moins, vous voyez, 800 milliards. On va arrondir à 1000. Et là, en ce moment, on est à 3600 milliards de dollars qui sont stockés sur les comptes courants, sur les comptes courants des Américains. Donc, on a une épargne de très court terme, parce que c'est pas l'épargne qui est investie sur des actifs. Donc là, c'est vraiment de l'argent qui est prêt à être consommé. On voit que le montant il est faramineux, donc on va avoir une consommation encore élevée, à mon avis, ces prochaines années. Autre force inflationniste, c'est les plans d'investissement. Même si, encore une fois, comme je l'ai dit au début du webinaire, ça sera moins inflationniste que les plans de relance qu'on a eu au début de la pandémie. Et enfin, on a les relocalisations. C'est à mettre entre guillemets parce que quand même, on a des chaînes d'approvisionnement qui sont très mondialisées. Donc, les relocalisations seront minimes. On entend de plus en plus parler et je pense que voilà, avec le débat environnemental, toutes ces contraintes, on va avoir de plus en plus d'industrialisation des économies occidentales qui, dans le passé, délocalisaient dans les pays à faible main-d'œuvre. Donc voilà, on va avoir une vague un peu de relocalisation, mais bon, concrètement, la majorité de la production restera dans les économies à faible coût. Mais bon, ça reste quand même une force légèrement inflationniste. Sur le long terme, on a des forces déflationnistes qui sont très, très, très importantes. Et c'est notamment pour cela qu'on n'avait pas d'inflation lors de la précédente décennie. C'est le vieillissement de la population. Parce que généralement, plus la population vieillit et moins cette population consomme. On a également un ralentissement, voire même une réduction de la main-d'œuvre dans certains pays comme au Japon. Et ça commence à être le cas en Europe. Donc, de moins en moins de personnes sont en capacité de travailler. Quand je parle de capacité, c'est la tranche d'âge des personnes qui peuvent travailler. Généralement, c'est les 25 jusqu'à 64 ans qui sont identifiés. Cette tranche d'âge commence à diminuer
en Europe. Elle diminue déjà depuis une décennie au Japon. Donc, on a de moins en moins de personnes finalement qui travaillent, donc moins en moins de production, ou alors il faut un bon technologique. Et c'est là où on arrive aux innovations technologiques. Les innovations technologiques, c'est bon pour l'économie, parce que ça crée de la croissance, mais par contre, c'est assez déflationniste, parce que dès que vous avez une innovation, ça remplace généralement de la main-d'œuvre. Une machine aujourd'hui va vous permettre de remplacer peut-être 3 ouvriers. Vous voyez, donc c'est tout ce qui est tous les bons technologiques qu'on a en ce moment et qui est de plus en plus qui sont de plus en plus rapides, hein, c'est bon, c'est progrès, eh bien, sont des forces déflationnistes vraiment majeures à ne pas sous-estimer. Je pense que ces 3 points-là sont vraiment très, 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 très importants. C'est extrêmement difficile, voire même impossible, je dirais, à prédire l'inflation. Même hein, les centaines d'économistes auprès de la Fed, au sein de la Fed, pardon, n'arrivent pas à prédire l'inflation de façon précise à 12 mois. Donc, je ne vais pas m'amuser à vous dire quelle sera l'inflation à 5 ans ou 10 ans, mais en tout cas, ces forces-là, sont extrêmement déflationnistes. Donc c'est vraiment un challenge hein, pour les économies développées. C'est pas le cas dans les économies émergentes. Généralement, on a dans ces économies-là, on a des main-d'œuvre une croissance pardon de la taille de la main-d'œuvre. Voilà, donc on n'a pas autant de force déflationniste dans les marchés émergents, mais dans les économies occidentales, c'est quand même assez fort ces forces-là. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, l'argent qui est déposé sur les comptes courants américains ont explosé. Donc ça va être une force inflationniste, à mon avis, ces prochaines années. Voilà, donc c'est à suivre de près. Ça va nourrir la consommation, que ce soit dans les biens ou que ce soit dans les services. Les perspectives d'inflation, donc comme je le disais il y a un instant, c'est que l'inflation est difficilement prévisible, même pour les professionnels. La preuve, c'est que lors de la publication de l'inflation des États-Unis du mois d'octobre, ça s'est fait la semaine dernière, on a eu 70 sur 70 des économistes, donc 100% des économistes, pardon, qui ont indiqué leur prévision d'inflation pour le mois d'octobre, qui était en dessous de l'estimation. Ça ne veut pas dire que l'inflation sera toujours au-dessus du consensus, mais ça montre bien que voilà, l'inflation, c'est vraiment comme le pétrole à long terme, c'est presque imprévisible. Voilà. À court terme, il y a moyen avec des données très avancées d'avoir une idée où l'inflation sera, mais à moyen long terme, c'est extrêmement compliqué et même impossible d'avoir une vision précise de ce que sera l'inflation. Il est donc, selon moi, préférable de s'adapter aux publications plutôt que de trader en ses convictions sur l'inflation, parce que c'est finalement un peu du pile ou face. Les perspectives, donc ce qu'anticipent les opérateurs de marché, c'est assez intéressant parce que voilà, à court terme, on voit que sur le spread entre les obligations TIPS qu'on va parler plus tard et les obligations qui ne sont pas protégées de l'inflation, on voit que cet écart il est très important à court terme. Sur l'anticipation à 5 ans d'inflation, on voit que c'est 3,28% en moyenne par an. Donc, c'est dans le top 99% en percentile sur les 20 dernières années. Voilà, 16 dernières années, excusez-moi. Par contre, si on regarde les anticipations d'inflation des opérateurs de marché pour les 5 prochaines années, mais dans 5 ans, donc on est en 2021, donc ce que les opérateurs de marché anticipent de 2026 à 2031, vous voyez que c'est 2,5% d'inflation en moyenne. Et ce qu'il prévoit pour une durée de 15 ans, dans 15 ans, c'est 2,5% d'inflation. Donc, on voit que les anticipations d'inflation à long terme diminuent, c'est ce qu'il y a en bleu. Par contre, celles en rouge, celles de court terme, celles pour les 5 prochaines années, elles ont fortement bondi et sont même à un plus haut depuis 2008. Donc, ça ne fait quasiment aucun doute qu'à court terme, que ces prochaines années, pas seulement l'année prochaine, mais 2, 3 ans, aux États-Unis, l'inflation sera très probablement au-dessus de l'objectif de la Fed.
Voilà, donc ça, c'est également quelque chose qui, moi, je trouve très intéressant. C'est voilà, cet écart entre les perspectives de court terme, enfin court-moyen terme, parce que 5 ans, c'est quand même du moyen terme, hein, et celle de vraiment du très long terme, où là, on voit que les opérateurs de marché anticipent toujours, voilà, vous voyez, une déflation, en tout cas, enfin, vraiment un ralentissement de l'inflation sur le très long terme pour les raisons que j'ai citées juste avant dans le tableau, toutes ces forces déflationnistes, le vieillissement de la population, la diminution et même la contraction de la main-d'œuvre dans les économies occidentales, et voilà, de plus en plus même, enfin mondial, hein, ça ralentit, et les bons technologiques. Donc toujours sur les perspectives, excusez-moi, le pic d'inflation aux États-Unis. Je me concentre sur les États-Unis, hein, vous l'aurez constaté, tout simplement parce que les États-Unis, hein, c'est Wall Street. Wall Street, c'est plus de 50% de la capitalisation boursière mondiale. C'est la première économie du monde. Donc tout ce qui se passe aux États-Unis a un impact mondial. D'autant plus que voilà, la Fed, on le sait, a un impact vraiment majeur. Hein. C'est pas, je pense que c'est l'institution qui est la plus puissante au monde, hein, devant le FMI ou la Banque mondiale, et de très très loin. Parce que la Fed, ça, c'est pas seulement les taux, hein, les taux aux États-Unis, hein, voilà, c'est le marché euro-dollar. Le marché euro-dollar, c'est tout ce qui est le marché offshore, hein, du dollar. C'est utilisé dans tous les continents. Ce marché euro-dollar, il est estimé à plusieurs trillions, à plusieurs milliers de milliards de dollars. Il est utilisé entre les entreprises, hein, entre même les banques internationales. Donc voilà, le marché euro-dollar est influencé par la Fed, et donc ça impacte vraiment le monde entier. Donc ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui est le plus pertinent, et c'est ce que nous analysons aujourd'hui, comme vous l'avez constaté. Donc le pic d'inflation aux États-Unis est attendu pour début 2022, mais voilà, encore une fois, c'est très très compliqué d'anticiper, de prévoir avec précision l'inflation. Donc voilà, dans l'idée, ça sera début 2022, mais voilà, on ne sait pas si ça va être janvier, ou si ça va être plutôt février, ou même si ça va être décembre, hein, le mois prochain. Voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est pour normalement bientôt. Et on voit, hein, que entre l'alimentation, l'énergie, vous voyez que ça fait une grosse part de l'inflation. L'inflation corps, qui inclut les véhicules d'occasion, hein. Donc voilà, il n'y a pas tout le monde qui a acheté des véhicules d'occasion sur les 12 derniers mois, hein, alors qu'ils sont en hausse de 26% aux États-Unis. Donc si vous n'avez pas acheté de voitures d'occasion, vous voyez, sur les 12 derniers mois aux États-Unis, la lecture de votre inflation sera plus faible normalement. Donc voilà, l'inflation corps, elle est autour de 4%. On ne va pas non plus réduire à chaque fois, soustraire l'énergie, l'alimentation et les véhicules, parce qu'il y en a qui l'achètent. Donc l'inflation reste très élevée, elle reste à 7% à peu près. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas acheté de véhicules aux États-Unis, hein, elle est moins faible que 7%. Donc 7%, c'est voilà, c'est à relativiser. C'est à relativiser. Voilà. Pareil d'ailleurs pour ceux qui habitent dans des zones urbaines aux États-Unis, par exemple New York, il y a beaucoup moins de véhicules, en tout cas les dépenses, hein, des ménages dans l'énergie, dans le gazole, ça va être beaucoup plus faible qu'un Américain qui habite au Texas. Voilà, donc cette lecture d'inflation, c'est comme une moyenne, ça veut tout et rien dire. Mais bon, le plus important ici, c'est de voir que le pic est attendu pour début 2022, et qu'ensuite elle devrait vraiment ralentir très très fortement à l'horizon. Voilà, normalement fin 2022, elle devrait revenir à environ 2%. Pour terminer sur les perspectives d'inflation, alors c'est plutôt un opinion, hein, mais je pense que voilà, le retour à normal se fera dès que les chaînes d'approvisionnement et le trafic maritime reviendront à un niveau à peu près normal. Donc, est-ce que ce sera le premier semestre 2022, ce sera le deuxième semestre? On ne sait pas. Ou est-ce que ce sera plus tard, en 2023? Là, dans ce cas-là, ça serait assez délicat. Un catalyseur important à surveiller, ce sera les restrictions sanitaires en Asie, et en particulier en Chine.
En Chine, vous savez que c'est là où tout se produit, enfin en tout cas beaucoup de biens se produisent et vu que les chaînes d'approvisionnement sont mondialisées et quasiment tout passe à un moment ou à un autre par la Chine, en tout cas sur énormément de produits, de biens essentiels. Ce qui se passe en Chine, en particulier les restrictions sanitaires, va avoir un impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. A priori, la Chine continuerait à adopter une politique de taux zéro sur le plan sanitaire jusqu'au JO de cet hiver qui se tiendront en Chine en février. Jusqu'en février, concrètement, on a des risques de reconfinement de certaines provinces, certaines grandes villes ou même de ports. En Chine, ça s'est déjà vu. Après février, on ne sait pas vraiment. Ça se trouve, la Chine sera un peu plus tolérante au niveau des contaminations. Il y aura, le taux de vaccination aura également beaucoup augmenté d'ici là. Donc, c'est possible que après février, février soit vraiment un pivot dans la stratégie sanitaire de la Chine et donc dans la fluidité des échanges commerciaux. Du côté de la Fed, elle estime que l'inflation devrait commencer à nettement ralentir à partir du deuxième semestre 2022. Mais bon, comme je l'ai dit, ni les économistes de la Fed, pourtant ils sont des centaines, et ni ceux de Wall Street peuvent arrivent à prédire tout simplement l'inflation de façon précise, surtout lorsque ces données d'inflation sont aussi écartées, sont aussi volatiles. Lorsqu'on a un cycle d'inflation comme ce qu'on avait lors de la précédente décennie, ça se joue à 0,1% à peu près entre le consensus et la réalité, 0,1 ou 0,2. Là, ça se joue à vraiment des écarts de 0,5, voire plus, voire même 1%. Donc, c'est énorme. Donc, les impacts en cas d'inflation persistante l'année prochaine et pire en 2023, c'est que tout simplement, on a une accélération de la normalisation de la politique monétaire des banques centrales, en particulier de la Fed, à condition bien sûr que tous ces goulets d'étranglement qui vraiment provoquent cette envolée d'inflation, eh bien, ne provoque pas une récession américaine. Parce que voilà, si on a une stagflation, donc beaucoup d'inflation et en plus une récession, là, ça serait beaucoup plus délicat. Est-ce que la Fed continuerait à lutter contre l'inflation, ce qui est relativement peu probable? Enfin, on ne sait pas. Ou alors, est-ce que la Fed viendrait en soutien à l'économie, quitte à provoquer de l'inflation alors qu'il y a déjà beaucoup d'inflation? On ne sait pas, mais voilà, ça serait vraiment le scénario noir, le signe noir pour les marchés financiers, c'est stagflation, c'est-à-dire une inflation élevée et une croissance molle, voire même négative. Ce qui a presque été le cas au troisième trimestre. Au troisième trimestre, on a une croissance de 2% et quelques sur un rythme annualisé, donc 0,5% sur le plan trimestriel à peu près. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est à peu près 0,5%. Donc, ce qui est la limite de l'inflation, de la stagflation. Voilà, donc une hausse des anticipations d'inflation et donc des taux diminuerait évidemment le soutien au marché boursier. Ça soutiendrait le dollar et les obligations de long terme. On aurait un appréciement de la courbe des taux qui serait observé. Et inversement, si on a une diminution des anticipations d'inflation, on aurait une diminution des anticipations de hausse des taux. Ça améliorerait donc les perspectives économiques, parce que qui dit moins d'inflation et moins de hausse des taux dit meilleure perspective économique. Si vous regardez, lorsqu'on a une normalisation de la politique monétaire de la Fed, on a la courbe des taux qui s'aplatit, donc on a les taux longs qui baissent. Par contre, lorsqu'on a une relance, on a l'inverse qui se produit, on a des taux longs qui augmentent. Donc voilà, hausse des taux, c'est négatif pour les taux à long terme, et baisse des taux, ou en tout cas, ton dovish, c'est plutôt positif pour les taux de long terme. Donc, si on a une diminution des anticipations d'inflation et de taux, ça améliorerait les perspectives économiques. Ça soutiendrait évidemment le marché boursier, donc les actifs risqués tout simplement, et ça ferait pression sur le dollar, mais également d'autres devises qui sont dans des cycles de normalisation comme le NZD, comme le CAD.
Parce que si la Fed arrête la normalisation de sa politique monétaire, la banque centrale néo-zélandaise et la banque centrale canadienne ont de fortes chances de revoir à la baisse leur ambition en termes de normalisation de leur politique. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit résumé ici. Inflation supérieure aux attentes, c'est bullish pour l'or, le dollar et les obligations de long terme. Et à l'inverse, si on a plutôt une inflation qui est inférieure aux attentes, c'est plutôt bullish sur les actifs risqués. Donc, actions, obligations de long terme et les obligations de court terme. Voilà, donc le résumé, et ensuite je vais passer sur quelques actifs pour vous protéger de l'inflation. Il faut, selon moi, je pense, surveiller l'évolution des restrictions sanitaires, surtout en Chine. Si on a des provinces ou des villes qui se reconfinent, ça sera un mauvais signe pour l'inflation, surtout si ces provinces sont des provinces vraiment industrialisées. Donc, Baltic Dry Index également à surveiller, tout comme les matières premières. Donc, si on a le Baltic Dry Index qui augmente et le pétrole qui continue à se des plus haut, l'inflation sera supérieure à ce qu'on prévoit actuellement. Une inflation supérieure aux attentes renforcerait les probabilités de hausse des taux de la Fed. Ça serait donc négatif pour les actifs risqués. Ça ne veut pas dire qu'on aurait un crack des marchés actions, pas du tout. Il faudrait pour cela que la normalisation de la politique monétaire se fasse beaucoup plus rapidement que ce qu'anticipe le marché, mais ça m'étonnerait que ce soit le cas, puisque si on regarde la courbe des taux euro-dollar, donc le marché du dollar offshore, qui n'est pas influencé par la Fed, on voit que les opérateurs de marché price déjà sur 3 hausses des taux de la Fed l'année prochaine. Donc, même si la Fed remonte de 2 hausses des taux, 2 fois ces hausses d'intérêt l'année prochaine, vous voyez que le marché en anticipe déjà 3. Donc, ça ne va pas inquiéter le marché plus que cela. Par contre, si le marché anticipe 3 hausses des taux, mais qu'au final, on en a 4, là, ça serait beaucoup plus compromettant pour les actifs risqués. Et voilà, le pic d'inflation attendu pour premier trimestre 2022. Mais voilà, si en décembre ou même en janvier, on a les cours de pétrole qui inscrivent des niveaux plus hauts et que le Baltic Dry Index rebondit fortement, eh bien ce pic d'inflation sera probablement plutôt au deuxième trimestre. Et donc, ça renforcerait les probabilités de normalisation de la politique monétaire de la Fed, etc., etc. Alors, comment se protéger de l'inflation, même s'il est sûrement un peu tard, parce que voilà, le pic de l'inflation, il est attendu pour dans quelques mois. Et en plus, là, on a vu, c'est des données américaines. En Suisse, l'inflation, elle est en dessous de 1%. Donc, voilà, si vous êtes suisse, l'inflation, elle est relativement modérée. On ne parle pas du tout de surchauffe, on en est très, très loin. Et en zone euro, on est à peu près à 4% sur l'inflation normale, on est à peu près à 2 et quelques sur l'inflation core. Donc, on a une inflation qui est quand même importante, oui, plus importante que ce qu'on a connu ces 10 dernières années, mais c'est pas non plus les 7% qu'on a aux États-Unis. Donc, pour se protéger, l'une des façons la plus simple, c'est acheter des TIPS. Donc, c'est des obligations, aux États-Unis, ça s'appelle les TIPS. Après, c'est à peu près le même concept dans les autres économies. C'est des obligations qui sont indexées à l'inflation. Donc, comment ça fonctionne? On a la valeur du principal, de l'obligation qui est ajustée au taux d'inflation. Donc, si l'obligation, imaginons, vaut 1 000 $ et que l'inflation est de 13%, votre principal vaudra 1 130 $ au bout d'un an. Voilà. Et 2 fois par an, sur ce nominal, vous avez des coupons. Un coupon qui a un taux fixe, par exemple 5%, mais ça va être 5% sur le nominal qui est ajusté. D'accord? Donc, au final, vous aurez un coupon qui sera quand même différent en fonction de l'inflation. Et évidemment, si on a une déflation, la valeur du principal de l'obligation, la valeur de votre obligation baisse.
Voilà. Pour les matières premières, vous pouvez vous protéger en achetant du pétrole, du gaz, simplement en s'exposant sur le CRB Index. Hein, c'est un indice qui est créé par Reuters et qui est voilà, assez comment dire, dérivé hein, sur des produits financiers. D'ailleurs, il me semble qu'il est négociable hein, sur IG, au format sur CFD. Il me semble, hein, ça a vérifié. Mais voilà, c'est un indice qui est, au lieu de composé d'actions, hein, c'est composé de matières premières, essentiellement des matières premières comme le pétrole et le gaz, hein, mais il y a également dedans, il y a des métaux, il y a également des commodities d'agriculture et voilà, des soft commodities, hein, comme on appelle. Donc, si l'inflation, enfin, si les coûts des intrants augmentent, hein, si le pétrole augmente, si le gaz augmente, ou si, je sais pas moi, le bois augmente, si on a les matières premières qui continuent à augmenter, le CRB Index va continuer à augmenter. Maintenant, encore une fois, le CRB, il est très dépendant des coûts de pétrole et du gaz. Hein. Donc, si on a toutes les matières premières qui montent, mais que le pétrole chute, on a le CRB Index qui va très probablement reculer. Et sinon, vous pouvez acheter des actions du secteur, des secteurs de l'énergie et des matériaux. Voilà. Donc, si on a le pétrole qui vaut aujourd'hui $80, hein, le Brent, et même le WTI, on va avoir les pétrolières qui vont faire beaucoup plus de profits et donc vont verser beaucoup plus de dividendes. Hein. Et même logique hein, pour les matériaux. Sinon, d'autres actifs, hein, c'est l'immobilier, ouais, c'est une valeur refuge hein, pour protéger l'inflation. Et on a également les métaux précieux. Alors, je ne l'ai pas mis en premier, comme vous avez pu le constater, parce que les métaux précieux, il n'y a pas que l'inflation qui influence leur cours, il y a également les taux. Pour ceux qui ont suivi mes précédents webinaires hein, sur l'or, par exemple, vous avez vu hein, que l'or et même l'argent est surtout influencé par les taux réels. Donc, par exemple, le taux à 10 ans ajusté aux anticipations d'inflation. Et le taux à 10 ans n'est pas seulement influencé par l'inflation, il est également influencé par les perspectives économiques. Donc, les métaux précieux, attention, ce n'est pas forcément une protection contre l'inflation. D'ailleurs, si on regarde, on va sur la plateforme, voilà, et qu'on regarde le cours de l'or, alors je vais cacher mes tracés. Vous voyez que depuis août 2020, l'or est en baisse, et même depuis le début de l'année, hein, depuis le début de l'année, moins 4,6%, enfin moins 4%, pardon, moins 4%, alors que l'inflation est en hausse de 7% aux États-Unis. Donc voilà, attention à l'or. Hein. L'or n'est pas forcément un actif à privilégier en cas d'inflation. Certes, lorsqu'on a de l'inflation, ça va être profitable à l'or, mais si dans le même temps, on a des taux réels qui augmentent, donc si on a les taux nominaux qui augmentent plus rapidement que l'inflation, et en fait, plus généralement, plus précisément par les perspectives d'inflation, c'est surtout ça qui influence l'or, c'est les perspectives d'inflation. Donc si on a les taux nominaux qui augmentent plus rapidement que les perspectives d'inflation, on a les taux réels qui augmentent et donc ça fait pression sur l'or. D'accord? Parce que les investisseurs, si le taux réel des obligations est meilleur, demain, ils vont vendre des actifs, dont l'or, et acheter des obligations. Par contre, si ces obligations, leur taux réel est moindre, et du coup, ces investisseurs vont vendre ces obligations et plutôt acheter des métaux précieux. Donc voilà. Où est-il possible de trouver le Baltic Dry Index? Donc, je vais répondre à vos questions hein, tout de suite. Alors, sur la plateforme IG, il n'est pas disponible parce que c'est pas un actif qui est négociable en soi. C'est un indice comme l'inflation, comme l'IPC ou comme ce que peut être le PIB. Voilà, donc vous pouvez aller par exemple sur Internet et taper Baltic Dry Index. Sinon, si vous avez la plateforme TradingView, vous pouvez faire une recherche ici. Hein. Donc, vous tapez Baltic Dry Index et vous voyez ici BDI. Vous l'avez en point parce que c'est pas des, comme je vous l'ai dit, c'est pas un actif qui est négociable. Hein, donc, on n'a pas des données, on n'a pas des ticks. Hein, c'est vraiment une donnée journalière. Donc, vous pouvez afficher une ligne et là, vous avez le Baltic Dry Index. Et vous voyez que depuis le mois d'octobre, puis vous voyez le 6 octobre, il est en baisse d'à peu près 50%. Voilà. Par contre, il reste sur 5 ans, vous voyez que la moyenne
elle est à peu près à 1640 points et on est encore au-dessus. Hein. Donc, le frais maritime s'améliore, c'est beaucoup amélioré hein, depuis un mois, mais il reste au-dessus de ce qu'on a pu observer ces 5 dernières années. Voilà, alors je réponds à toutes vos questions. Pierre-André, donc une question sur les banques centrales. N'ont-elles pas une responsabilité comme elles ont inondé le marché de l'argent et maintenant elles aident plutôt les gouvernements très endettés? Bien sûr, c'est si. Alors même si j'ai dit que ce qui crée l'inflation, c'est surtout les déficits budgétaires, c'est vrai. Mais si on avait évidemment les banques centrales qui n'avaient pas intervenu, ou en tout cas si elles avaient moins intervenu qu'aujourd'hui, on aurait des taux obligataires plus élevés, ça aurait freiné l'inflation, l'investissement et donc la consommation. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, presque tout est indexé, en tout cas est influencé par les obligations gouvernementales américaines. Si on a le taux à 10 ans américain qui vaut 3%, on va avoir un taux d'emprunt des entreprises bien noté qui va peut-être être à 4%. Alors que si on a les traits du risque qui vont 1%, bah le coût d'emprunt pour les entreprises bien notées va valoir peut-être 1,5 ou 2%. Donc, voilà, plus les obligations d'État américaines sont faibles, plus les coûts d'emprunt, que ce soit pour acheter une maison ou pour les entreprises pour investir, ou même pour acheter des actions à elles, hein, bah, du coup, il va être plus faible. Il y a beaucoup d'entreprises américaines, notamment Apple, hein, pour ne pas citer quelles, hein, mais il y en a énormément qui s'endettent parce que le coût d'emprunt il est très très faible hein, pour racheter leurs actions. Et donc forcément, ça fait monter le prix des actifs risqués. Voilà, donc si on n'avait pas eu autant d'aide, je pense qu'il en fallait de l'aide, hein, parce que lorsqu'en mars 2020, on avait cette crise de liquidité, il fallait des aides, mais peut-être que voilà, la Fed, les banques centrales auraient peut-être dû commencer à normaliser au début d'année, lorsqu'on avait déjà voilà, les vaccins qui commençaient à être distribués. On avait beaucoup moins de risques hein, économiques. Donc voilà, les banques centrales devaient probablement normaliser beaucoup plus tôt qu'actuellement. Donc elles ont leur part de responsabilité, mais je dirais que ce qui crée avant tout l'inflation actuellement, c'est les déficits budgétaires des États, et deux, les pénuries, les goulets d'étranglement. Voilà, c'est tout ça qui crée l'inflation en ce moment. C'est pas les politiques monétaires viennent bien après. Voilà, alors je vois qu'il n'y a plus de questions. Alors si vous en avez, n'hésitez pas. Hein. Il reste encore quelques minutes. Peut-être d'autres questions en effet pour Valentin? Alors, freiner la consommation, on aurait peut-être évité les goulets logistiques. Oui, mais c'est assez difficile de freiner la consommation. Enfin, c'est difficile. Déjà, politiquement, c'est difficile à mettre en place. Hein. Imaginez un gouvernement freiner la consommation, par exemple, en augmentant la TVA. Vous voyez, je pense que socialement, ça serait assez mal accueilli. Je pense que en fait, ce qui a beaucoup créé cette inflation, je pense que le dernier chèque de relance, celui qui a été mis en place au début du mandat de Biden, était peut-être de trop. En tout cas, c'est ça qui a vraiment fait exploser les dépôts bancaires. Alors, il y a également les chèques de relance qui ont été faits par Donald Trump. Hein. Attends, je ne dis pas que ça n'a pas été inflationniste, mais dans les sondages, on voit que l'utilisation du dernier chèque de relance a été surtout voilà, épargnée pour de la future consommation. Le premier chèque de relance a été très utile pour payer des loyers parce qu'il y avait eu beaucoup de pertes hein, de revenus hein, à cause des confinements. Donc le premier chèque de relance a été important. Le deuxième de Donald Trump peut-être un petit peu moins. Après le troisième, donc le premier de Biden, celui-là,
peut-être qu'il a été un peu trop, ça, voilà. Mais bon, après, avec le recul, c'est facile à critiquer, hein. Mais c'est clair que si on avait eu moins de consommation, on aurait les goulets d'étranglement se seraient moins reflétés dans l'inflation, hein. Avons-nous peut-être une dernière question? Eh bien, je confirme votre dernier commentaire, Pierre-André. C'était très intéressant, en effet. Un grand merci, Valentin. Encore une fois, c'est un sujet qui est complexe, qui n'est pas toujours facile d'aborder et d'arriver à vraiment comprendre les tenants, les aboutissants, les conséquences de cet indicateur macroéconomique qui est encore une fois très, très important. Donc, merci, Valentin. Merci à tous pour votre participation ce soir. Nous espérons que ce webinaire vous donnera des repères solides et peut-être de bonnes pistes de réflexion pour votre trading. Nous vous souhaitons à tous une excellente soirée et surtout un très bon trading sur votre plateforme IG Bank. À bientôt.